ule Bunyakiri ndio alinikutanaka. Alikuya magharibi saa 10, wakuya tushambulia. Batoto kushangilia hivi bakaanza banabakatakata na mipanga na bababo. Ndio bakaniingilia kuchumba nilikimbiliaka bakanibaka. Batano bote ndio balinipitaka. Mie balinibakaka na bakachoma nyumba yote. Dr Mukwege, j'ai vu et j'ai pu écouter beaucoup de gens ici d'apprendre d'où vient l'hôpital, mais je suis certain que pour vous, vous avez encore un rêve. Où vous voyez cet hôpital dans 5 ans, dans 10 ans? Quels sont maintenant les projets que vous voulez encore réaliser dans cet hôpital? Je crois qu'ici, nous faisons des soins médicaux, mais nous sommes en train de les faire dans une région où la population déplacée elle est importante. Dans la ville de Bukavu, c'est une ville qui a doublé carrément sa population à la suite du conflit armé. Et donc la population que nous avons ici, c'est une population démunie, incapable non seulement de payer les soins, mais lorsque vous donnez des soins de bonne qualité et que les malades ne peuvent pas se nourrir pour leur rétablissement, vous comprenez qu'en fait vous êtes en train de faire presque un travail inutile, puisque finalement vous allez les soigner, vous allez les opérer, mais ils vont mourir de faim, de dénutrition. Et là, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment en train de penser comment nous pouvons nourrir les malades à l'hôpital. Comment les malades à l'hôpital peuvent avoir cette possibilité d'être soignés avec des médicaments, mais qu'ils puissent avoir une nutrition correcte. Et là, je prends l'exemple, les malades avec VIH, SIDA, que nous prenons en charge. Nous avons des médicaments, nous pouvons faire le diagnostic. Mais après, leurs médicaments nécessitent une bonne alimentation. Et s'ils n'ont pas une bonne alimentation, souvent ils abandonnent les traitements, puisque c'est un traitement qui peut donner parfois des vertiges, des nausées. Donc il y a plein de complications qui sont liées tout simplement à une mauvaise alimentation. Et donc aujourd'hui nous pensons qu'il est très très important d'assurer une alimentation correcte comme une complémentarité au traitement médical que nous donnons. Et donc ceci nécessite quoi? Ça nécessite d'avoir une cuisine pour le faire, ça nécessite de produire, puisque dans la région, peut-être comme vous l'avez constaté, c'est une région verte où il pleut plus de 9 mois. Et donc je crois que si on a une bonne cuisine organisée et qu'on peut avoir une ferme là où on peut faire l'élevage, produire les légumes, on pourrait avoir une alimentation à moins cher et qui peut être accessible à tous les malades. Ça vraiment c'est un complément aux soins et à la chirurgie que nous faisons ici et qui devient une urgence. La deuxième chose, cet hôpital avait été construit pour 150 lits. Aujourd'hui nous sommes à 450 lits. Pourquoi? Puisque tout simplement, lorsque nous avions commencé cet hôpital, on ne pensait pas que le besoin était aussi grand. Et comme je viens de vous dire, avec l'exode rural à cause de l'insécurité, on se retrouve dans une situation où la ville tend aujourd'hui à 1 million d'habitants, alors que c'était une ville de 400 000 habitants. Et donc, les lits que nous avons, les malades sont en fait hospitalisés. L'hôtellerie est vraiment de mauvaise qualité. Aujourd'hui, je crois qu'avec des moyens, nous pouvons séparer pour que nous ayons des chambres où nous pouvons mettre 3-4 malades maximum, surtout que ces malades ont des pathologies différentes, ont des maladies différentes et parfois nous sommes obligés de les entasser puisque on ne peut pas dire à un malade que vous n'avez pas
nous donnons la priorité à l'autre par rapport à vous. Donc dans la souffrance, ils souffrent tous de la même façon. Mais nous devons aussi respecter leur dignité, nous devons respecter leur intimité, nous devons aussi les protéger sur le plan des infections. Et là, nous pensons pouvoir, les salles qui sont des salles communes, nous pensons pouvoir les compartimenter pour permettre à ce que les malades aient beaucoup plus des chambres où elles peuvent quand même avoir une certaine intimité. Aujourd'hui, je crois que nous avons pensé à l'accès aux soins. Et il est vrai que beaucoup de malades aussi ne sont pas informés. Et là, nous sommes en train d'examiner dans quelle mesure nous pouvons avoir des consultations qui seraient des pré-consultations en fait, où le médecin utilise son savoir-faire pour pouvoir dire aux malades à peu près ce qu'ils ont et donc que le malade puisse après faire la démarche de faire un suivi médical correct. Mais ces pré-consultations posent un problème, c'est que lorsque vous êtes devant un malade qui n'a rien du tout et que vous constatez son état de dénuement et qu'il est sérieusement malade, qu'est-ce que vous faites? Vous dites je vous ai dit et puis bon ben c'est fini. Donc il faudrait qu'on puisse constituer une petite cagnotte pour permettre à ceux-là qui sont considérés comme des indigents et qui ne peuvent pas du tout, qu'on puisse au moins non seulement faire le diagnostic, mais aussi pouvoir le prendre en charge pour aussi ne pas en fait juste dire à quelqu'un que vous êtes malade et au revoir. Et ça, je crois que c'est très important. Je crois que ça permettrait à ce qu'on ne puisse pas soigner les malades à la fin de leur maladie. Ça coûte cher et le résultat est mauvais. Lorsque on le sait en avance, le résultat est bon et ça coûte moins cher. Docteur Mukwege, vous parlez de financement, mais je crois que vous savez bien qu'en Europe, il y a une sorte de mythe aussi de donner de l'argent tout le temps, mais est-ce que vous pouvez expliquer réellement la situation financière, pourquoi vous avez besoin d'argent de l'étranger extérieur pour cet hôpital? Aujourd'hui, cet hôpital ne peut pas fonctionner sans un soutien extérieur. Pour la première raison, c'est que les malades que nous soignons ici, à 75% ne peuvent pas payer puisque ce sont des déplacés internes, ce sont des indigents, ils n'ont pas du travail, ils ont quitté leur village où ils pouvaient cultiver, mais en ville ils ne peuvent pas cultiver, mais c'est le seul endroit où ils se sentent en sécurité. Et donc, lorsque vous avez 75% des malades qui ne peuvent pas payer, vous comprenez que c'est très très difficile pour l'hôpital. Ces gaps devraient être... normalement, c'est l'État qui devrait couvrir ces gaps, mais malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas non plus de frais de fonctionnement, de subsides de l'État pour nous permettre de prendre en charge ces malades. Et donc, ça nous pose un gros problème, puisque les produits que nous utilisons, nous les achetons en Belgique, en Hollande, en France, et donc ce sont des produits que nous importons et ça coûte cher. Nous avons 350 personnes qui travaillent ici. Bon, ben, on ne peut pas les faire travailler et à la fin du mois leur dire bon, ben, que la paix du Seigneur va avec vous. Ça ne marche pas, on ne peut pas le faire. Donc il faut absolument avoir le moyen pour pouvoir le prendre en charge. Et là, je vais vous dire, toutes les femmes qui se présentent ici, puisqu'elles ont été violées et qu'elles ont de pathologies liées au viol, nous les prenons en charge gratuitement. Et par an, nous en soignons à peu près 3000 chaque année. Tous les enfants qui viennent avec une malnutrition, nous les soignons gratuitement, puisque nous considérons que s'ils avaient des moyens, ils ne pouvaient pas tomber dans la malnutrition. S'ils sont mal nourris, ça veut dire déjà qu'ils sont dans un état de pauvreté extrême. Donc nous les soignons gratuitement. Tous les malades qui présentent qui sont dans des complications de VIH-Sida, nous les prenons en charge gratuitement, puisque nous considérons que ces malades-là, souvent, à cause de la maladie elle-même, ils sont dans un état où ils ne peuvent pas travailler, ils sont affaiblis par la maladie, et donc si on leur demande de payer, ça serait une barrière
pour qu'ils accèdent aux soins. Et donc vous comprenez qu'avec toutes ces gammes de pathologies où les malades se présentent, et ils sont complètement démunis, ils sont démunis soit par la maladie, soit par la situation de guerre. Si on n'a pas le moyen de les prendre en charge, si on n'a pas de finances pour le faire, on ne peut pas le faire. Et ce qui fait de cet hôpital un hôpital spécial, puisque la priorité, nous essayons de prendre en charge d'abord le problème des malades et après nous discutons finances. Mais ce que nous constatons, c'est que quand même 75% des gens autour de l'hôpital ne sont pas capables de payer. Tous les malades qui peuvent payer, par contre, nous leur demandons de participer aux soins. Et ici, c'est spécialement le malade externe qui viennent pour les check-up, qui viennent pour de petites pathologies, et donc ils ne sont pas dans les pathologies chroniques. Ils peuvent payer et soutiennent l'hôpital. Bon, vous avez aujourd'hui 450 lits, mais quel serait pour vous le maximum pour aller en nombre de lits? Est-ce que vous voulez augmenter le nombre de lits ou est-ce que 450 c'est le maximum? Moi, je crois qu'aujourd'hui, je ne peux pas aller plus. En fait, le besoin de l'hôpital serait à peu près de 600 lits. Mais on ne peut pas aller plus loin, parce que vous comprenez déjà que sur le plan financier, nous sommes déjà très limités. Mais pour permettre à ce que les malades soient quand même dans des conditions acceptables et de dignité humaine, on aurait besoin d'à peu près 600 lits. Puisque lorsque vous avez des malades qui doivent partager un lit, ce n'est plus une hospitalisation. Mais comme vous ne pouvez pas les mettre aussi par terre, etc., donc ça nous pose quand même un problème. Et là, les 450 lits, nous pensons qu'avec 600 lits, nous pouvons avoir un autre type de gestion qui nous permettrait, par exemple, de limiter les hospitalisations pour les femmes qui accouchent. Et là, il faut faire un grand travail donc, de consultation prénatale pour que toutes les pathologies soient dépistées à temps, que la prise en charge soit correcte pour permettre à ce que les femmes viennent juste pour leur accouchement. Et si le travail en amont est fait correctement, on peut avoir les femmes qui accouchent, elles partent le lendemain. Mais lorsqu'elles viennent avec des complications, eh ben elles prennent les lits pendant plus longtemps. Et donc nous considérons que nous devons faire un effort pour améliorer la prise en charge en amont. Et ici, il faut une sensibilisation. Il faut que nous ayons des équipes très actives pour montrer l'intérêt de la surveillance d'une grossesse avant l'accouchement. Mais lorsque les femmes ne se sont jamais présentées à l'hôpital, mais qu'elles se présentent avec une complication de diabète et une grossesse, vous comprenez que là, il va de soi que ça va coûter cher, ça va être très très compliqué, et pour la mère et pour l'enfant. Et donc nous sommes en train de travailler pour permettre à ce que nous puissions réduire le temps d'hospitalisation pour en fait maximiser, optimaliser donc l'usage de nos lits. Mais pour le faire, il faut une sensibilisation en amont qui permet à ce que les gens comprennent qu'on ne vient pas à l'hôpital quand en fait c'est tard. Quand c'est trop tard, ça veut dire qu'il faut une grosse réanimation, et cette grosse réanimation coûte cher à l'hôpital et souvent les malades ne sont pas capables de payer. Et donc nous voulons travailler en amont.